Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde à ProDurable. Je ne sais pas vous, moi je suis assez content qu'on puisse tenir ce genre d'événement. On a eu du mal à y croire jusqu'à la semaine dernière. On nous a encore confirmé qu'on pourrait faire ce salon à la fois en présentiel et en visio. Comme vous le voyez, nous avons plusieurs intervenants qui sont en visio, qui sont dans le sud de la France. Je les présenterai tout à l'heure. Donc merci d'être ici parmi nous. Je suis Benjamin de Pongeville, je travaille au WWF depuis 7 ans dans la direction des relations avec le monde économique et donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour de l'agriculture et de la protection de la biodiversité, un vaste sujet qui engage forcément toutes les personnes autour de cette table et en visio. Donc merci d'être là également. Flore, Fabien, Florence et Paul, que je vais présenter un petit peu plus tard. Voilà, on est quasiment plein maintenant. En tout cas, une chaise sur deux est remplie. La transition écologique ne va certainement pas assez vite, particulièrement dans le secteur agricole, qui est responsable, vous le savez, d'une large part des émissions des gaz à effet de serre. Cette part augmente encore. Pourtant, on sait que l'agriculture joue un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité, et notamment en enrichissant les sols, en étant les gardiens ultimes de cette vie souterraine et de nos assiettes également. Premier visé, on en parle très régulièrement et encore cet été, les produits phytosanitaires qui, tant sur le plan national, avec le plan Ecophyto, que dans le Green Deal européen, doivent voir leur utilisation réduite de moitié. Alors d'ici 2025 pour le plan Ecophyto, d'ici 2030 pour le Green Deal européen. On voit bien à quel point le défi est important, puisque sur les dernières années du plan Ecophyto, les chiffres sont très mauvais, puisqu'il n'y a eu aucune réduction, il y a plutôt eu des augmentations. En 2018, je crois que les produits phytosanitaires ont été utilisés en augmentation de 20%. Donc on est quand même sur des chiffres qui ont l'air complètement en tendance inversée. Pour parler donc de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants qui vont nous partager leur point de vue, les actions mises en place au sein de leur organisation pour permettre justement une meilleure prise en compte de la biodiversité dans leurs activités respectives. Et donc on va commencer par Fabien Jiménez. Fabien Jiménez, chargé de partenariat au WWF France, donc avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien. Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait le WWF autour de cette thématique-là et pourquoi il y a urgence à agir? Merci. Merci à toi. Tu l'as dit, en fait, le secteur agricole fait face à des enjeux majeurs, aussi bien que sur un plan environnemental, social et également sanitaire. Mais en parallèle, le secteur agricole détient en lui-même les réponses pour répondre à ces enjeux et aux défis futurs. Le WWF alerte depuis de nombreuses années sur ce rôle entre secteur agricole, système alimentaire et perte de biodiversité. Donc, tu l'as dit, par exemple, un des premiers chiffres qui nous vient en tête, c'est la part du secteur agricole dans les émissions nationales de gaz à effet de serre, donc en France, 20% de cette part. L'agriculture, le secteur agricole a également un rôle important, une place importante malheureusement dans la perte de biodiversité au niveau mondial, notamment de par sa contribution dans la perte d'habitat par la conversion ou par la déforestation. Pas systématiquement, mais l'agriculture peut également contribuer à la dégradation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques en cas de mauvaise gestion, par exemple des effluents, ou en cas de surutilisation de produits phytosanitaires ou de fertilisants. Le WWF œuvre en faveur d'un modèle agricole plus durable, qui comprend, premièrement, la diminution rapide et plus rapide de l'utilisation systémique de produits phytosanitaires de synthèse, le développement de l'agriculture biologique et l'accompagnement technique et financier des agriculteurs. Pour répondre à cette problématique, le WWF, pour le coup maintenant le WWF France, même si différents bureaux dans le monde font la même chose que nous maintenant, le WWF France engage le secteur économique dans cette transition environnementale et agroalimentaire et dans un processus qui leur permet de réduire leur impact environnemental.
Et ça nous permet également de pouvoir influencer les secteurs et les marchés qui sont liés à leur activité. C'est notamment ce que l'on fait avec Danone et la compagnie fruitière qui est ici présente dans le cadre de coopération technique. Très bien, merci Fabien. Je vais passer la parole maintenant à Paul Bouzon. Paul Bouzon, vous êtes responsable du développement durable et de la RSE donc, à la compagnie fruitière, une entreprise basée dans le sud de la France. Est-ce que vous voulez bien nous présenter un petit peu vos grandes thématiques de travail liées à la biodiversité et à l'agriculture en quelques minutes, Paul? Il faut que vous mettiez en unmute. Je remis mon micro. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ça marche très bien. Moi, en tout cas, je vous vois pour une grande partie et je vous entends. Alors, la compagnie fruitière, entreprise française, je vais en dire quelques mots quand même avant de parler directement du sujet qui nous concerne aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très connue de chacun d'entre vous. Donc, compagnie fruitière, entreprise de production, de transport et de distribution de fruits en Europe. Entreprise française basée à Marseille, qui a 80 ans d'historique, une entreprise familiale, aujourd'hui gérée par la 3e génération de la même famille. Initialement une société de trading et qui, depuis maintenant plusieurs décennies, a choisi de s'implanter en production, majoritairement en Afrique, production de fruits, comme je le disais, des bananes, plus spécifiquement, sujet dont on va parler aujourd'hui, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Ghana pour la production de bananes, ensuite au Sénégal pour d'autres productions, et puis plus récemment en Amérique latine. C'est aujourd'hui une entreprise qui produit ses fruits sur environ 12 000 hectares, ce qui est une surface extrêmement conséquente, qui distribue environ 10% des volumes de bananes consommés en Europe, ce qui en fait le leader ou le co-leader en tout cas du secteur en Europe, sachant que la banane est le fruit le plus consommé en Europe et le premier producteur de fruits d'Afrique. Donc quand on parlait d'enjeux tout à l'heure et d'impact, bien évidemment avec les chiffres que je viens d'évoquer, la compagnie fruitière a un impact important en production, des surfaces plantées, mais aussi au niveau social, avec plus de 20 000 employés en Afrique. Un des premiers employeurs privés dans certains des pays que j'ai cités précédemment. Donc une entreprise qui, de par notamment son actionnariat familial, a conscience de son engagement, de son rôle et de son impact, qui historiquement a très tôt pris en compte les questions sociales. Comme je le disais, 20 000 employés amènent beaucoup de responsabilités de la part d'un employeur dans la durée pour assumer et assurer les conditions de vie et de travail décentes aux populations. Mais aujourd'hui, bien évidemment, les conditions de production sont aussi celles qui ont un impact sur l'environnement à prendre en compte. Et l'entreprise, là aussi, dès le début des années 2000, avec des premières certifications ISO 14001, les premières d'Afrique d'ailleurs, a essayé très tôt de prendre en compte aussi ces questions environnementales pour limiter son impact, tout d'abord pour la santé des travailleurs, mais aussi son impact sur le milieu à court terme, mais aussi à plus long terme, avec, comme l'évoque le sujet du jour, la question de la durabilité des sols et de la protection des écosystèmes et de la biodiversité. Donc voilà, une grande introduction, peut-être un peu longue. On reviendra peut-être plus après sur le détail des pratiques mises en jeu ces dernières années pour justement réduire l'impact sur la biodiversité. Très bien, merci beaucoup Paul. Je passe la parole à Flore Auger. Flore Auger, vous êtes Climate Change Strategy Lead chez Danone depuis un certain nombre d'années. Faites-nous part justement des sujets de Danone du moment et de comment vous prenez en compte justement la question de la biodiversité. Donc, tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, l'agriculture et la biodiversité, c'est des questions qui sont au cœur des enjeux du développement durable pour Danone. D'abord parce que l'agriculture, juste au niveau Fabien précisait des chiffres France, vous donnez quelques chiffres au niveau mondial. L'agriculture au global, c'est 70% de l'usage d'eau au niveau mondial, c'est 24% des gaz à émissions à effet de serre. Au niveau mondial, c'est aussi la source de 80% de la déforestation et c'est aujourd'hui 30% de sols épuisés à travers le monde. Donc quand aujourd'hui on regarde où en est l'agriculture, très clairement, après la révolution verte de la Seconde Guerre mondiale,
On est clairement arrivé au bout d'un modèle. Juste pour donner un chiffre, parce que l'agriculture, c'est aussi la façon dont on se nourrit. Juste un chiffre, aujourd'hui, 75% de l'alimentation qu'on utilise à travers le monde pour se nourrir, c'est 12 céréales et 5 espèces animales. Donc quand on parle de biodiversité, aujourd'hui, clairement, on ne promeut pas les modèles agricoles aujourd'hui tels qu'ils sont, les modèles alimentaires à travers le monde ne promeuvent pas de la biodiversité, de la culture à l'assiette. C'est ça le cœur du problème. Donc clairement, la perception qu'on a chez Danone, c'est qu'on est arrivé vraiment à la fin d'un modèle. Or, l'agriculture, pour nous, chez Danone, elle est clé. On est perçu comme peut-être une entreprise particulièrement industrielle. On est surtout une entreprise agroalimentaire. Juste pour vous donner quelques chiffres, chez Danone, 60% des émissions carbone du groupe Danone, quand on intègre scope 1, 2 et 3, donc l'intégralité du cycle vie de nos produits, 60% de ces émissions viennent de l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est au cœur du modèle de lutte contre le changement climatique pour Danone. L'agriculture, c'est aussi 90% de l'utilisation d'eau chez Danone. L'eau en agriculture, c'est pas de l'eau en bouteille dont je parle. C'est bien de l'eau qu'on utilise en agriculture pour produire du lait, des fruits, etc. Donc c'est un enjeu fondamental pour nous. Et puis bien sûr, l'agriculture, c'est aussi notre empreinte biodiversité. Et la biodiversité, c'est ce qui demain offre des nouvelles expériences consommateurs, des nouveaux fruits, de la diversité liée à la localisation en fait, de chacune de nos productions. Donc concrètement, la conviction qu'on a en interne, c'est que l'agriculture, d'abord, c'est au cœur du modèle de Danone. C'est très souvent perçu comme une source de problèmes. Et nous, on est convaincus qu'en retravaillant les modèles agricoles, on peut en faire une partie de la solution. Et c'est ce pourquoi, dès 2012, avec notre programme de lutte contre la déforestation, puis 2015, nos changements de pratiques agricoles, et puis plus récemment, avec l'agriculture régénératrice, on veut construire un modèle en changeant les pratiques pour pouvoir avoir un meilleur impact pour l'agriculture et la biodiversité. Donc concrètement, là-dessus, dès 2017, au moment de la COP, on a annoncé la volonté de Danone de s'orienter très fortement vers un nouveau modèle agricole qui s'appelle l'agriculture régénératrice, autour de 3 grands piliers. D'abord et avant tout, on veut travailler sur la santé des sols. Là-dedans, qu'est-ce qu'on y met ? On y met lutter contre les sols épuisés. On y met également la gestion des effluents d'élevage, la protection de la biodiversité et de la protection de l'eau. Premier gros pilier d'action. Deuxième gros pilier d'action, on ne peut le faire qu'avec des agriculteurs qui ont les leviers économiques pour s'inscrire dans le long terme et changer leurs pratiques. Et puis troisième point, on veut travailler sur le bien-être animal. L'ensemble de cette nouvelle stratégie d'agriculture régénératrice a été co-construite avec un certain nombre d'experts internes et externes, en particulier le WWF France, avec qui on a vraiment travaillé à ces nouvelles pratiques qu'on a testées auprès d'un certain nombre d'agriculteurs. Pour nous, c'est fondamental parce que cette nouvelle approche, elle va nous permettre de travailler d'abord d'un point de vue holistique. Ce qu'on intègre dans la pratique d'agriculture régénératrice, ce n'est pas un seul modèle, il n'y a pas une seule voie. C'est vraiment une démarche de progrès qui doit engager l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, mais également l'agriculture non OGM, telle qu'on la déploie aux États-Unis, par exemple. C'est également une approche, et c'est fondamental pour nous pour faire le lien avec la biodiversité, ça doit être un modèle, et c'est un modèle écosystémique. Notre conviction, c'est que ce n'est pas une ou deux pratiques qui vont changer le monde, c'est bien un corpus de pratiques qui vont s'auto-alimenter les unes les autres. Quand je travaille la santé des sols, que je fais de la couverture du sol, de la rotation des cultures, j'améliore le taux de matière organique et donc la biodiversité dans le sol. Quand je protège les écosystèmes naturels, quand je lutte contre la déforestation, quand je développe ce qu'on appelle du natural habitat, je développe la biodiversité. Donc dans toutes les pratiques qu'on a mises en place, on a toujours un double objectif. D'abord, réduire les impacts négatifs contre la biodiversité. Exemple, lutter contre une surutilisation des intrants chimiques, donc comment je vais baisser mes intrants chimiques. Mais également, ce n'est pas juste de baisser ce qui fait mal, c'est aussi d'augmenter ce qui fait du bien. Donc à chaque fois, on va avoir cette double approche. Et donc les éléments qu'on va promouvoir pour promouvoir une augmentation de la biodiversité vont être autour de ce qu'on appelle du natural habitat, de développer l'autonomie protéique des fermes, mais également de protéger les cours d'eau, par exemple, pour redonner de la vie au sein de la biodiversité cultivée de l'exploitation et de la biodiversité non cultivée au sein de l'exploitation. Ça, c'est toutes les démarches qu'on souhaite faire. Alors, pour vous donner quelques exemples de maintenant où on en est là-dessus, en France, on a lancé ce programme avec une volonté d'atteindre, d'ici à 2025, 100% des ingrédients produits en France issus de l'agriculture régénératrice. C'est un élément très fort. La France, pour nous, est véritablement un pays pilote, avec plus de 1200 agriculteurs engagés dans cette pratique.
C'est fondamental parce que ça va nous permettre aussi de mettre en place ces pratiques et puis parfois de tester des nouveaux modèles. On sait que sur certains critères, on parlait des phytosanitaires, tout n'est pas simple. On va pouvoir tester des nouveaux modèles. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est mettre en pratique ces modèles avec des agriculteurs engagés et tester des nouvelles choses. Ça, c'est au niveau France. Et puis au niveau international, on sait qu'on ne peut pas, nous, tout seuls, changer les choses. Donc on souhaite contribuer à un mouvement plus large. C'est pour ça qu'en septembre 2019, on a lancé aux Nations Unies, avec Emmanuel Faber, mais également sous le patronage de One Planet et d'Emmanuel Macron, une démarche qui s'appelle One Planet Business for Biodiversity, qui regroupe plus d'une vingtaine de grosses entreprises de l'agroalimentaire, des cosmétiques, mais également des services, pour lancer un programme en fait, qui va travailler sur l'ensemble des piliers pour promouvoir la biodiversité. Les pratiques agricoles, d'agriculture régénératrice, la lutte contre la déforestation et la protection des écosystèmes. Et puis le dernier, et peut-être l'élément le plus clé, comment, à travers nos portefeuilles d'entreprises, on peut promouvoir la biodiversité. C'est très bien de travailler la biodiversité dans les champs. Il faut aussi savoir la promouvoir auprès du consommateur pour que ça devienne un levier attractif qui permettra aussi de driver des changements dans la production. Et c'est sur quoi on veut travailler au périmètre de Danone, mais aussi avec d'autres entreprises pour créer cette dynamique mondiale. Voilà où on en est et je serais ravie de répondre à d'autres questions. Merci beaucoup, Flore. Florence Jacquet, vous êtes directrice de recherche à l'INRAE. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de là où vous en êtes justement sur ces différents travaux de recherche et ensuite on évoquera justement les différentes initiatives qui ont été partagées par les autres intervenants. C'est à vous, Florence. D'accord, ok. Ben, merci de m'avoir donné la parole et je suis contente d'être là avec vous. Alors oui, voilà, je vois la salle. Du coup, je partage pas mal de choses qui ont été dites par les intervenants précédents, en particulier sur l'ampleur de l'enjeu. Je pense qu'on sait maintenant, et une partie des scientifiques de l'INRA ont contribué à mieux documenter l'ampleur de la perte de biodiversité et la responsabilité des pratiques agricoles dans cette perte de biodiversité. Alors effectivement, les travaux sur la diminution des populations d'insectes en Europe, par exemple, sont très marquants, hein, c'est excessivement important et ça ne peut pas durer comme ça. Alors, donc ça, c'est mon premier point. J'ai 5 points, en fait, dans ce que je voulais vous dire. Donc, le deuxième, c'est qu'on ne peut pas changer les choses à la marge. Au niveau même d'une exploitation agricole ou d'un territoire, et a fortiori d'un pays ou de la planète, on a vu que les efforts pour changer progressivement, peu à peu, rencontraient bien des difficultés. C'est un problème scientifique, hein, c'est que la question de la remise en place de régulation biologique, par exemple, si on veut s'attaquer à cette histoire de la diminution des pesticides. Vous savez maintenant qu'on a des objectifs de nouveau renouvelés au niveau européen, en particulier avec le Green Deal qui a fixé un objectif de moins 50% des pesticides à l'horizon 2030. Donc c'est très ambitieux. On s'était déjà fixé ces objectifs-là au niveau français avec le Grenelle de l'environnement et le premier plan Ecophyto et on n'y arrive pas. Et donc on n'y arrive pas, on y arrive un petit peu. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Il y a des agriculteurs qui font des choses au niveau en France. On a des exemples de choses très intéressantes, mais globalement ça ne se fait pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intriquées et qu'il faut mettre en mouvement simultanément. Donc du coup, bon, la deuxième chose que je voulais dire, mais je vais être assez rapide, c'est qu'on connaît maintenant de mieux en mieux les points clés sur lesquels il faut agir. Hein, si on veut augmenter la biodiversité, la contribution de l'agriculture à la biodiversité, le premier point, c'est clair, c'est la diversification des cultures. La simplification par le passé des systèmes de culture est la principale responsable de ce que l'on observe aujourd'hui. Donc, diversification, des rotations longues, des cultures associées, la gestion des intercultures. Il y a beaucoup de travaux à l'INRAE avec les partenaires agricoles sur ces questions-là. En point 2, il y a la question de l'intégration des zones cultivées et des milieux semi-naturels, les haies, les talus, etc. Et en point 3, c'est la question plus compliquée à mettre en œuvre peut-être encore, qui est l'intégration de l'élevage et des cultures.
Donc, en gros, ça c'est pour dire très 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 rapidement, et bien sûr il faudrait rentrer dans les détails et sur ce que l'on sait aujourd'hui qu'il convient de faire. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut raisonner. Alors, dans la plupart du temps, il y a des synergies, mais pas toujours. Il faut raisonner simultanément la question de la biodiversité et du climat. C'est-à-dire qu'il faut que les transformations agricoles, transformation de la manière de produire en agriculture, se fassent pour viser simultanément la diminution des émissions de gaz à effet de serre par l'agriculture qui est importante et la croissance de la biodiversité. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble, et en particulier cette question de l'élevage. Du coup, il ne faut pas oublier la question de l'élevage quand on parle de biodiversité, parce que une grosse partie de la diversification des cultures en grandes cultures est liée à la mise en place de cultures fourragères, de prairies dans les rotations, et donc il faut de l'élevage. Et puis simultanément, par rapport à la question de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, on a la déconcentration des élevages et la répartition des élevages sur le territoire, qui est un point essentiel. Et puis évidemment, il y a la question également de l'impact de ce que l'on peut faire en Europe en termes d'utilisation des sols sur le reste de la planète, qui est à prendre en compte. Je voudrais dire deux choses enfin. Une chose qui a été, je crois, bien soulignée par l'exposé de la collègue de Danone, c'est que, et nous on en est bien conscients, parce qu'en plus, dans les travaux que l'on fait, moi, il se trouve que je suis économiste, et donc je me rends bien compte que cette question de la transformation de la manière de produire agricole ne peut pas se faire sans un engagement de l'ensemble des chaînes de valeur. On a plein d'exemples qui montrent que les agriculteurs, même ceux qui voudraient bouger, ne peuvent pas bouger s'il n'y a pas un accompagnement des entreprises d'amont et d'aval. Et donc, c'est vraiment une mobilisation de l'ensemble des acteurs des chaînes des valeurs. Voilà. Le dernier point, pour terminer, c'est pour expliquer ce sur quoi je suis plus particulièrement impliquée et ce qui est porteur d'avenir, je crois, c'est qu'on a actuellement un grand programme de recherche que je pilote qui s'appelle Cultiver et protéger autrement, et qui est un programme de recherche lancé par le gouvernement il y a maintenant 1 an et qui travaille en fait, et ce qui est intéressant, c'est de voir la vivacité dans les projets. Il y a une dizaine de projets, 30 millions d'euros sur plusieurs années, et il y a beaucoup de pistes absolument passionnantes en recherche fondamentale. Et c'est en fait des recherches très fondamentales, par exemple sur des questions comme les interactions entre les plantes, ou les interactions entre les plantes et le micro-organisme, autour de la question du microbiote. Alors vous en avez sans doute entendu parler de ces questions de microbiote en santé humaine, mais en santé des plantes, c'est la même chose. Il y a des travaux actuellement qui se font, qui sont absolument passionnants sur le plan scientifique et qui sont porteurs de révolutions dans la manière de maintenir la santé des plantes sans pesticides, par exemple, qui sont passionnants. Et ça a des conséquences, y compris sur la génétique. C'est-à-dire que le travail sur des variétés résistantes, de plus en plus, maintenant, il y a une révolution qui se fait, on va dire, chez les généticiens à l'INRA, pour prendre en compte, non pas la plante seulement, mais la plante et son environnement, c'est-à-dire les autres plantes auxquelles elle pourrait être associée, et ou les micro-organismes auxquels elle peut être associée. Donc, on parle d'immunité écologique dans ce cas-là. Et il y a là aussi des choses passionnantes. Je vais pas continuer plus que ça, mais c'est pour vous montrer que, à la fois, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui, que l'on connaît, que l'on sait, qu'on peut mettre en place, et à la fois, on a des travaux de recherche qui prennent vraiment une direction différente et qui est donc porteur de solutions vraiment, vraiment innovantes pour l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Florence. Je voulais qu'on creuse un peu le sujet de l'agriculture biologique, notamment, en vous posant la question. Alors, je vais peut-être commencer par Paul, parce que je sais que la compagnie fruitière produit en agriculture biologique. On a le réflexe de se dire qu'effectivement, l'agriculture biologique est au service de la protection de la biodiversité. Donc, comment la compagnie fruitière a développé le bio ces dernières années,
Et au-delà du bio, quelles sont les initiatives qui sont mises en place? On a entendu Florence sur les initiatives à l'INRAE. Je sais qu'aussi vous travaillez sur beaucoup de programmes de recherche de votre côté. Paul, le bio et les alternatives au bio, comment vous traitez ça à la compagnie fruitière? Alors, le bio, c'est effectivement un sujet qu'on traite de plus en plus intensément depuis maintenant presque 10 ans, un peu moins que ça. Juste pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, moi, il y a quelques termes que j'ai trouvés extrêmement intéressants et qui ne sont pas toujours peut-être très associés avec le monde de la production agricole, en tout cas quand on est consommateur. C'est la notion de système ou de chaîne de valeur. Le bio, c'est un système, par exemple, système complexe, système qui nécessite effectivement aujourd'hui des améliorations d'itinéraires techniques agricoles, ce qui implique de la complexité, ce qui implique des investissements dans le temps, et ce qui derrière implique normalement une implication de la chaîne de valeur, ce qui veut dire du client et du consommateur, et de manière très concrète, ce qui peut aussi impliquer une hausse de la valeur des produits. Et je pense que c'est un point extrêmement important. Pour faire du bio, ce qui est notre cas depuis maintenant quelques années, on a atteint presque 10% de nos volumes produits, environ 500 000 tonnes de bananes sont produites chaque année, on a à peu près à 10% de bio. On a l'objectif, et ça a été une vraie discussion avec le WWF France, d'atteindre 20% de nos volumes en bio à horizon 2025. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que tout ça, ça nécessite la mise en place d'un système d'itinéraire agricole spécifique. Par exemple, le bio est produit avec du compost. On parlait d'élevage juste précédemment. On a des projets de fermes d'élevage associés à nos fermes de production de fruits. Ça tombe sous le sens, mais quand on produit des fruits, on n'est pas forcément éleveur. Et se dire qu'on doit tout d'un coup, dans des plantations qui sont quand même assez grandes, qui nourrissent des pays ou des continents, se dire qu'il faut aussi faire de l'élevage, par exemple, c'est extrêmement compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et la mise en place des systèmes prend beaucoup de temps. Et c'est là où des gens comme WWF, avec lesquels on travaille depuis maintenant quelques temps, nous aident, nous comprennent, nous écoutent, nous challengent. Mais voilà, ça nécessite des vraies adaptations. Les parasites contre lesquels on se bat aujourd'hui, dans certains cas avec des molécules chimiques, ils existent quand même. Et trouver des manières de se défendre contre ces parasites avec des moyens agroécologiques, là aussi, ça nécessite des années de recherche, des tests, des instituts. On travaille avec l'INRAE sur certains projets. On travaille avec le CIRAD, qui est un institut de Montpellier aussi, principalement sur des cultures tropicales pour l'amélioration des pratiques. Et ils nous aident avec des chercheurs délocalisés dans nos plantations qui travaillent avec nos équipes d'agronomes pour trouver des alternatives pour traiter le moins souvent possible, mais dans certains cas, ça reste nécessaire, parce que malheureusement, un parasite dans une plantation, si ce n'est pas traité trop tard, ça peut être des chutes de rendement, ou pire, la destruction d'une plantation. Donc évidemment, économiquement, c'est désastreux. Et donc, on a besoin aujourd'hui, clairement, de nos partenaires. Comme je l'évoquais, le bio, on est à 10%, on progresse, mais dans certains pays, les conditions agronomiques, l'humidité de l'air, comme au Cameroun par exemple, fait qu'on ne sait pas aujourd'hui techniquement produire du bio dans certains pays. On a des champignons qui se développent sur les feuilles des bananiers à cause de l'humidité. Et donc ça empêche aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de traitement bio contre ce parasite, ça empêche de passer en bio, mais par contre, ça nous challenge aussi pour nous améliorer, pour trouver de nouvelles méthodes. Et là, on parle aujourd'hui de troisième voie. On n'est pas sur une agriculture purement conventionnelle, on n'est pas vraiment sur du bio. On parle aussi d'agroécologie. Et donc, on doit là aussi mettre en place des plans de recherche, une méthode assez simple, mais qui contient une forme de risque, c'est le traitement sur avertissement. On mesure très précisément, et comme je disais tout à l'heure, une plantation comme le Cameroun, c'est 5000 hectares. On mesure le plus précisément possible les niveaux d'investation qui existent, qui sont là, et on attend
la dernière limite pour traiter, sachant, comme je le disais tout à l'heure, que si on traite trop tard, les bananiers sont détruits et qu'il n'y a plus de production. Donc, c'est une gestion du risque permanente avec des équipes sur place qui contrôlent, qui mesurent, qui prennent des photographies. Aujourd'hui, l'agriculture de précision, l'informatique nous aide aussi à rentrer tous ces chiffres dans des bases de données. Tous nos arbres aujourd'hui, c'est des millions de pieds de bananiers qui sont cartographiés, qui sont suivis, numérisés, scannés par les employés en plantation. Et donc, on pilote au mieux les infestations, les parasites, pour traiter seulement au dernier moment. Et pour chacun des sujets, que ce soit sur les différents produits phytosanitaires ou les parasites, on met en place aujourd'hui des méthodes innovantes qui nécessitent des accompagnements, des recherches, nécessitent aussi des partenaires industriels pour développer des produits d'agriculture biologique. Et voilà, c'est une adaptation de tous les jours et c'est effectivement, comme ça a été dit, la vraie mise en place de nouveaux systèmes que dans certains cas, on co-construit dans le meilleur des cas avec des distributeurs aujourd'hui qui sont engagés aussi sur ces sujets-là, qui souhaitent avoir les meilleurs produits pour leurs clients dans leur rayon et qui donc comprennent que, par exemple, la transition vers le bio, c'est 3 ans. C'est 3 ans de perte de rentabilité, mais pourtant avec un objectif louable à la fin qui est de passer en bio. Et voilà, on a des distributeurs aussi au bout de la chaîne de valeur qui nous soutiennent, qui nous suivent pour mettre en place des itinéraires plus complexes, plus coûteux, mais qui permettent au bout du projet d'améliorer la biodiversité dans nos plantations. Ok, merci Paul. Ça fait le lien à la question que j'allais poser à Fleur, notamment sur... alors, il y a le bio, il y a l'agriculture régénératrice. L'accueil, justement, des distributeurs est intéressant par rapport à ces différentes initiatives. Il y en a d'autres chez Danone. Comment est-ce que vous développez ça face aux consommateurs le consommateur qui est en demande d'initiatives nouvelles et de rassurance par rapport à vos engagements? Donc, ce qu'on a développé sur l'agriculture régénératrice, effectivement, il y a un énorme enjeu qui est de donner à voir l'enjeu des pratiques agricoles jusqu'aux consommateurs. Quand aujourd'hui, il y a un certain nombre d'inquiétudes et une méconnaissance des pratiques, des engagements qui sont les nôtres. Donc, quelques exemples. Alors, je vais prendre un exemple France. Alors, je le prendrai avec des pincettes puisque je travaille sur un scope international. Donc, j'ai ma collègue de la France ici présente. Mais quelques exemples. On a développé ce qu'on appelle le Green Day dans notre jargon interne, qui est un événement qui a été organisé il y a maintenant 2 ans pour la première fois, où on a dédié, pour le 21 septembre 2018, on a organisé des événements au magasin pour faire connaître l'agriculture régénératrice et au-delà du concept, qui en soi n'a pas trop d'intérêt, faire surtout connaître la réalité des engagements des agriculteurs avec lesquels on travaille, que ça soit en élevage ou que ça soit en agriculture pour les céréales, les fruits par exemple, pour la nutrition infantile. Cet objectif, il visait vraiment à faire connaître ces projets et on a dédié cette journée de chiffre d'affaires, à peu près plus de 4 millions d'euros, au financement de projets en fait, chez des agriculteurs pour tester des nouvelles approches, mettre en place des nouvelles pratiques. Ça peut être par exemple du pâturage tournant, ça peut être des programmes de rotation des cultures, ça peut être des nouveaux investissements pour pouvoir vraiment permettre de tester des nouveaux modèles auprès de l'agriculteur. L'idée, c'était de le faire connaître aux consommateurs, première chose. Et deuxième chose aussi, d'inviter le consommateur à participer à cette transition agricole qu'il souhaite autant que nous. C'est pour ça qu'on a aussi lancé un programme avec la plateforme Mimosa qui permettait en fait de mettre en exergue des projets qu'ont nos agriculteurs qui sont souvent méconnus du grand public, sur lequel Danone allait investir pour les aider, mais on allait aussi offrir aux consommateurs l'opportunité de cofinancer ces programmes pour permettre en fait de prendre conscience et de s'impliquer dans cette transition agricole qu'il appelle de ses voeux. Voilà quelques exemples de ce qu'on fait en France qui nous permettent vraiment de faire cette connexion qui nous paraît fondamentale entre le consommateur, qui est déconnecté aujourd'hui majoritairement de ce qu'il mange, et de l'amont agricole. On le fait en France, mais on le fait aussi dans d'autres pays. On a des très gros programmes autour de la santé des sols aux États-Unis pour mieux faire connaître en fait les pratiques qu'on a aux États-Unis. Merci beaucoup. Est-ce que, avant que je passe la parole au public pour quelques questions rapides, il nous reste 10 minutes, Florence, vous voulez rajouter quelque chose Oui, sur le bio, je voudrais dire 2 choses. Il y a un problème, de mon point de vue, enfin, sur le bio, plus exactement sur ce dont on vient de discuter aujourd'hui, c'est-à-dire la diversité des voies, des modèles de production.
le bio, mais pas seulement, il y a tout un tas d'autres démarches. Donc, deux choses. Sur le plan économique, je trouve que ce qui a été dit est particulièrement intéressant et ça montre bien l'importance de la traçabilité et de la labellisation, comme on veut, en tout cas pour que le consommateur prenne de mieux en mieux en compte les modes de production et les impacts environnementaux de ce qu'il achète. Et on voit bien qu'un des succès du bio, parce qu'il y a un succès du bio dans beaucoup de pays, en France en particulier, en Europe, on a une augmentation du bio, vient de ce phénomène-là, qui est que les consommateurs savent ce que c'est et que les producteurs aussi, et ils savent qu'ils peuvent avoir une rémunération considérablement plus élevée que leurs collègues s'ils font du bio et qu'en gros, ça compense les pertes de rendement qu'ils ont et ils s'y retrouvent, pour la plupart, tout à fait bien. La chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même à côté que cette transformation de l'agriculture, elle doit être aussi accompagnée par un changement des instruments de politique publique. Ce n'est pas que les consommateurs qui vont payer, parce qu'en général, c'est plus cher. En général, ce changement de modèle, c'est plus compliqué, donc c'est plus coûteux, donc il y a un surcoût. C'est qu'il y a quand même une transformation qui devrait se faire, qui est en cours, le Green Deal au niveau européen, la nouvelle stratégie agricole européenne, qu'on appelle Farm to Fork, et qui va se décliner par une nouvelle politique agricole commune, elle vise à faire cette transformation aussi de qu'est-ce que, au niveau des pouvoirs publics, donc en fait des citoyens, on soutient, on est prêt à subventionner ou à aider ou à encourager, de manière avec des incitations négatives ou positives, comme type d'agriculture. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce volet, comme pour un économiste, on a toujours deux manières d'imaginer que les agriculteurs peuvent être rémunérés, c'est le marché et puis c'est les aides publiques, puisqu'il y en a déjà beaucoup. Voilà, c'est la première chose que je veux dire. Et puis après, sur le plan technique, sur le plan scientifique, je crois qu'il ne faut pas opposer, nous en tout cas sur le plan scientifique, on n'oppose pas les recherches qui viseraient à accompagner le bio par rapport à celles qui viseraient à accompagner telle ou telle forme agricole. C'est-à-dire les mécanismes de l'agroécologie, ce que j'ai dit tout à l'heure autour de la diversification, on peut imaginer tout ce qui se passe autour du biocontrôle actuellement, c'est-à-dire l'utilisation des auxiliaires pour lutter contre les ravageurs, etc. Toutes ces solutions-là, elles doivent amener à améliorer les performances du bio tout en amenant à transformer l'agriculture conventionnelle dans des modèles autres. Voilà, c'est les deux choses que je voulais dire. Merci. Fabien, pour conclure, est-ce que au WWF, vous avez un mot pour terminer là avant de passer aux questions ou vous voulez rebondir sur des questions ? On pourra prendre plus de temps pour rebondir aux questions, mais je voulais simplement préciser que en fait, la compagnie fruitière a été partenaire avec le WWF depuis 2017 maintenant, avec donc des engagements clairs sur la transition agroalimentaire, avec des engagements sur la progression des surfaces bio et la diminution des produits phytosanitaires dans la troisième voie, comme ils l'ont indiqué, avec une prolongation aussi depuis l'année dernière sur différents éléments, dont un qui sera de travailler sur la conversion, la non-conversion du coup des sols dans le cadre de progression. Et avec Danone, du coup, depuis 2018, sur l'agriculture régénératrice, qui prend en compte du coup les éléments clés pour nous dans le cadre de la transition agroalimentaire. Merci. Alors, je vais prendre 4 questions, une par intervenant, pour que ce soit bien équitable. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Il faut me donner la question à voix haute, je vais la reprendre pour que l'ensemble des intervenants l'entendent. Allez-y. Oui, c'est une question pour Florent Roger. Étant donné que Danone avait été un membre fondateur dans la plateforme SAI. SAI. Okay. Je voulais savoir s'il y avait aujourd'hui des travaux de recherche pour pouvoir mettre en place un nouveau référentiel commun autour de l'agriculture justement régénératrice, qui finalement accueillerait des compagnies qui auraient envie de s'engager aussi à vos côtés. Voilà. Okay. Je vous laisse reformuler un tout petit peu peut-être pour que ça soit bien clair. Oui. Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, effectivement, Danone a contribué à cette plateforme SAI, qui est une plateforme en fait, qui est un framework qui permet à chacune des exploitants agricoles, de quelle qu'en soit la taille, de s'auto-évaluer sur des pratiques, qu'elles soient sur des pratiques de type agronomique, human rights,
mais également économiques, etc. Donc effectivement, on a contribué à l'origine et aujourd'hui, on est exactement au cœur de ce que vous dites. On réfléchit avec SAI comment faire évoluer en fait, le questionnaire FSC qu'ils utilisent, puisqu'aujourd'hui, en fait, le questionnaire FSC a l'avantage d'être utilisable par plein de types d'agriculteurs et exploité déjà largement à travers le monde. Le petit bémol que j'y vois, ou en tout cas l'opportunité qu'on propose à FSC, c'est sur base du framework qu'on a développé, c'est d'échanger avec eux sur plusieurs leviers. Le premier, dans le questionnaire FSC, sans rentrer dans les données trop techniques, la réponse est toujours oui/non. Et ça ne permet pas vraiment de pousser à une évolution ou de donner une approche plus quantitative et plus rationnelle à l'agriculteur. Donc l'idée, c'est vraiment, nous, ce qu'on a développé, c'est vraiment une démarche sur chacun des critères, typiquement rotation des cultures, couverture des sols, etc., d'avoir une démarche en 3 temps. Quel est mon premier niveau, chiffré, deuxième niveau, jusqu'à être best in class. Donc on réfléchit avec FSC de comment apporter une dimension plus quantitative à leur modèle, peut-être pas pour tout le monde, mais au moins pour les plus avancés, pour rentrer dans cette démarche de progrès. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous paraît clé par rapport à FSC, c'est de donner encore plus d'emphase à tous les critères associés à la santé des sols. Aujourd'hui, ils vont avoir des pratiques qui sont liées, ils vont valoriser des pratiques environnementales pertinentes, mais il n'y a pas une emphase très forte sur l'enjeu de la santé des sols. On le disait en introduction, 30% des sols à travers le monde sont déclarés épuisés, dégradés. Il est fondamental de lutter contre ça, parce que demain, ces sols-là épuisés, ils ne peuvent plus produire. Et il faut nourrir les populations mondiales. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser toutes les pratiques qui vont permettre de régénérer ces sols pour rendre productifs des sols qui aujourd'hui ont été dégradés. Donc on travaille énormément aussi avec eux sur le volet santé des sols. Concrètement, comment ça se passe? En fait, la grille qu'on a développée chez Danone, avec le support de WWF, c'est une grille en fait qu'on partage. Très honnêtement, je la partage avec l'ensemble de mes concurrents. Je la partage avec FSC. Aujourd'hui, ça appartient à Danone, mais c'est pas notre propriété intellectuelle. On considère que pour lancer un mouvement, il faut partager le savoir. Donc on se nourrit de toutes les recherches, comme celle de l'INRA par exemple, au co-construit avec WWF, et on donne à voir ce qu'on a développé. Et donc typiquement la grille sur laquelle on a travaillé, j'échange régulièrement avec FSC, avec eux là-dessus, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre là-dedans, qu'est-ce qui les intéresse et comment on peut faire progresser leur modèle. Et donc à ce titre-là, on contribue de façon ponctuelle au programme FSC 3.0 qui permettra de préparer le questionnaire de demain avec eux. Merci. Deuxième question pour la compagnie fruitière, l'INRAE ou le WWF, allez-y. Moi, j'ai une question peut-être ciblée plutôt pour Florence Jacquet. Allez-y. J'ai un problème de raisonnement. C'est qu'on a l'air de dire que le bio, c'est bien. Mais ceci dit, ce que je comprends aussi, c'est que les rendements du bio sont inférieurs, en tout cas pour certains produits, ce qu'on appelle les staple crops en anglais, sont inférieurs au rendement conventionnel. Une seconde. Florence, vous entendez bien? Pour l'instant, ça va. Je vous dirai si j'entends pas. Ça marche. Donc, comment je fais au niveau mondial, dans un contexte de pression démographique importante, pour continuer à dire le bio c'est bien, sachant qu'à la limite, si je veux continuer à faire manger tout le monde en bio, à terme, j'ai plus de forêt dans le monde. C'est ça ma question. Je peux répondre à ça si vous voulez. Je crois que j'ai bien compris. Alors, il y a des travaux, je ne sais pas si il y a des travaux d'estimation, de modélisation de ce que ferait, par exemple, le fait que toute l'agriculture européenne passerait en bio. Notamment, c'est l'IDRI qui a fait un modèle de simulation qui montre des choses assez intéressantes, qui montre… Alors, je ne suis pas 100% d'accord avec ce que je vais dire là, et je vous le dis un peu parce que je pense que c'est important pour cadrer la discussion. Et donc, en gros, si toute l'agriculture européenne passait en bio et si simultanément on jouait sur 2 autres leviers qui sont la réduction des pertes et gaspillages, dont on sait qu'ils sont très importants, 30%, dit-on, mais bon, quel que soit, et surtout le changement des régimes alimentaires, le changement des régimes alimentaires avec une diminution de la consommation de viande et des produits animaux, alors ça passerait. En gros, l'idée, ça serait ça. Certains pensent que on peut, si ce n'est passer toute l'agriculture européenne ou l'agriculture mondiale en bio, en tout cas une grosse partie, à condition que, simultanément, on change notamment les régimes alimentaires en mangeant moins de viande, sans aller jusqu'à ne plus en mangeant moins de viande, ce qui correspond d'ailleurs aux recommandations des nutritionnistes. Alors, ceci dit,
pour ma part, je pense que pour tout un tas de raisons, il y a bien d'autres chemins que de vouloir appliquer le bio, et ce n'est pas forcément le plus souhaitable que de vouloir absolument généraliser l'agriculture biologique absolument partout, en particulier parce que ce n'est pas toujours possible. Et effectivement, ça dépend des productions, ça dépend des systèmes de production. Ces pertes de rendement, elles ne sont pas trop considérables pour certaines productions, elles le sont beaucoup plus pour d'autres. Et il faut laisser le temps à la recherche, là pour le coup, de trouver comment, en faisant des choses qui se rapprochent du bio, du point de vue de l'utilisation des intrants en particulier, on peut obtenir des rendements bien meilleurs que ceux qui sont obtenus actuellement. Très bien, merci. Merci Florence. Une dernière question. Donc pour le WWF ou pour la compagnie fruitière. Si vous n'avez pas de dernière question, l'intervention va s'arrêter là. Monsieur, allez-y. Oui, je pense qu'il faut l'intervenant de la compagnie fruitière a mis un peu les choses en perspective. Il ne faut pas sous-estimer le monde tropical dans ses contraintes, dans ses spécificités et dans l'urgence aussi. Les groupes comme Danone, ils produisent aussi sous les tropiques pour des clients sous les tropiques. Il y a un levier d'action qui est pratiquement le même qu'en Europe. Mais il faut faire très attention à ne pas avoir on le voit dans la certification de beaucoup de produits, d'avoir une position très européenne-centrée, très même franco-centrée, en essayant de donner des leçons, en essayant de proposer des modèles. Je pense qu'il faut être beaucoup plus inclusif que ça pour le vrai, et être à l'écoute de ce qui se passe sous les tropiques, parce que le degré d'urgence, les relations agriculture-environnement, elles sont beaucoup plus critiques. On le voit, les crises, on les voit dans les médias, mais nous on le voit au quotidien parce qu'on travaille dans ces zones-là. Il faut adapter le discours et en même temps pas baisser la garde et être conscient qu'on a des leviers de changement qui sont en train de changer aussi, notamment les changements de génération. On a l'émergence de populations urbaines, on va parler des millénials, j'imagine, dans les jours qui vont venir. Cette population-là, elle est vraiment critique pour faire changer les pratiques et puis les faire revenir à la terre, parce que le problème, c'est qu'on perd des fermiers, on en perd des centaines par jour en Indonésie en ce moment. L'agriculture n'est pas encore assez sexy pour attirer des jeunes agriculteurs, et là, c'est une question cruciale pour les tropiques aussi. Merci d'avoir souligné ce point. Écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous, merci à toutes. Je vous donne rendez-vous personnellement et pour le WWF demain sur une autre table ronde autour de la déforestation importée et justement du rôle des entreprises dans ce problème majeur actuel de la déforestation importée, qui fait lien avec les problématiques de biodiversité, puisque ce sont bien des problématiques au cœur du sujet pour le WWF. Merci Fabien, merci Flore, merci Florence et merci Paul d'avoir partagé vos points de vue et votre engagement, voilà, au quotidien. À très bientôt, merci beaucoup. Merci à toi.